Bonjour à tous. L'année dernière, j'ai publié un guide vidéo sur l'achat d'un appareil photo et celui-ci a plu à beaucoup de monde. J'ai donc décidé de mettre à jour ce guide pour 2018-2019. Afin de faciliter le choix et d'être encore plus clair, j'ai opté cette année pour une présentation faisant la part belle à divers tableaux synthétiques. Dans cette vidéo, je vais donc vous guider pour choisir un appareil photo adapté à vos besoins et à votre budget. Débutons sans plus tarder. Choisir un appareil photo qui correspond à vos besoins et à votre budget n'est pas chose aisée. Si vous ne maîtrisez pas une multitude d'aspects, vous allez vite être perdu dans la jungle de choix disponibles proposés par les différents constructeurs. Pour mieux s'y retrouver, je vais vous guider à travers les nombreux critères et obstacles à prendre en compte. On peut commencer par diviser les appareils photo en deux familles. La famille des appareils à objectif fixe et celle des appareils à objectif interchangeable. L'avantage des appareils à objectif fixe est que vous achetez un appareil prêt à l'emploi et dont le budget est simple à établir. Retenez qu'en contrepartie, vous êtes limité par les spécificités de l'appareil et de l'objectif qui lui est accolé. Il est donc essentiel de bien étudier les caractéristiques de ces derniers. A contrario, lorsque vous optez pour un appareil à objectif interchangeable, le budget est plus difficile à établir. Vous devez prendre en compte dans celui-ci l'appareil et le ou les objectifs à acheter en fonction des besoins à couvrir. Et il faut savoir que ces derniers représentent souvent un budget plus conséquent que l'appareil lui-même. De bons objectifs coûtent cher mais peuvent facilement durer 20 ans. Vous pourrez donc faire évoluer votre appareil sans nécessairement renouveler vos optiques. Si vous choisissez cette famille d'appareils, retenez que le budget peut vite exploser en objectifs ainsi qu'en nombreux accessoires disponibles. Ce sont des appareils évolutifs. Vous partirez peut-être avec le kit objectif de base, souvent peu qualitatif, mais si c'est pour ne pas en changer et ne pas choisir un ou d'autres objectifs spécifiques, je vous conseille alors la famille des objectifs fixes. Retenez enfin que pour ces deux familles, certains appareils et ou objectifs sont spécialisés et ont donc des domaines de prédilection, comme le sport, la prise de vue en conditions difficiles, les très hautes définitions, la vidéo, la résistance aux conditions climatiques, etc. Chacune des deux familles que nous venons de décrire est composée de différentes catégories d'appareils. Dans la famille des objectifs fixes, on distingue trois catégories, à savoir celle des compacts classiques, des compacts experts et des bridges. Voici donc une description de chacune d'entre elles. La catégorie des compacts classiques est composée de petits appareils relativement bon marché, en général entre 100 et 500 €, et qui sont destinés au grand public. Ils sont légers et tiennent facilement dans une poche. On peut donc les emmener partout. Ils sont de plus en plus délaissés au profit des smartphones qui, en termes de qualité photo, leur sont plus ou moins équivalents, voire supérieurs. C'est pour cette raison que certains constructeurs tentent de se démarquer en proposant des appareils aux caractéristiques particulières limitées à un usage spécifique ou encore inexistantes sur smartphone. Citons les appareils résistants au choc, à la poussière, pouvant aller sous l'eau ou ceux permettant de s'initier à la créativité, etc. En général, ces appareils sont composés d'un petit capteur et d'un objectif souvent peu qualitatif. Rares sont ceux qui proposent un viseur. Ils ne permettent guère de faire des photos créatives. L'appareil prend les décisions de prise de vue à votre place. Seuls certains permettent de jouer sur quelques paramètres. Le JPEG est la norme et le format RAW est rarement disponible. Ils sont souvent lents à réagir et il est donc difficile de capturer des instants précis. Leur autofocus est souvent basique. Et enfin, ils ne sont pas évolutifs. Bref, on peut dire que ce type d'appareil est destiné aux débutants qui souhaitent un appareil plus ergonomique qu'un smartphone et où quelques réglages sommaires lui permettent de rentrer dans le monde de la photo. Leur compacité et leur légèreté permettent de toujours les avoir à disposition. Et enfin, leurs caractéristiques font qu'ils ne conviennent guère qu'aux photos souvenirs. La deuxième catégorie, celle des compacts experts, est elle aussi constituée de petits appareils compacts et légers dont le prix varie entre 400 et 1500 €, voire même plusieurs milliers d'euros pour quelques modèles. La différence par rapport à leurs confrères classiques est qu'ils disposent souvent de capteurs de plus grande taille, en général 1 pouce. Certains vont même plus loin avec des capteurs 4/3, APS-C et même plein format. Ils sont souvent équipés d'un objectif plus qualitatif que ceux de la catégorie précédente,
ainsi que d'un viseur. Il dispose également de mode de prise de vue expert où vous pouvez régler énormément de paramètres de prise de vue et bien sûr il gère le format RAW. Cela implique par contre d'apprendre les bases de la photographie. Et ça tombe bien, cette chaîne Carpe Diem est là pour vous y aider. Comme on le voit, il propose des possibilités inexistantes par rapport au smartphone et une qualité de photo supérieure. Ces derniers ne peuvent donc plus rivaliser. Notez que tout comme leurs confrères, ils ne sont guère évolutifs. Bref, retenez que pour les meilleurs d'entre eux, ils offrent une qualité de photo et ou de vidéo très bonne. Ils servent donc aussi de caméra pour le vlog et ou le reportage. Même les pros n'hésitent pas à les utiliser en tant que boîtier d'appoint. Les appareils de cette catégorie sont des compagnons de voyage idéaux pour tout qui souhaite voyager léger et ramener de bonnes photos et ou moments vidéo. La troisième catégorie, celle des bridges, est composée d'appareils un peu particuliers. On trouve ici des appareils tout en un qui se veulent être les maîtres de la polyvalence. Pour y parvenir, ceux-ci disposent souvent d'un zoom important allant du grand angle au téléobjectif, ce qui leur permet de faire face à bien des situations. Cela implique qu'ils sont bien plus imposants que les compacts. Ce format leur permet par contre d'être plus ergonomiques avec des commandes facilement accessibles. Les meilleurs permettent même d'effectuer la plupart des réglages de l'appareil sans aller dans les menus et disposent même de la mise au point manuelle. Il comporte également un viseur, élément indispensable pour tout photographe. Certains sont très prisés pour la vidéo. Leur capteur varie de la taille petite à moyenne. Et enfin, il est parfois possible d'ajouter quelques accessoires comme un flash externe par exemple. On pourrait donc en quelque sorte les nommer couteaux suisses du photographe. Leur prix varie lui entre plus ou moins 300 € et plus ou moins 2000 €. Bref, on peut dire que les bridges feront le bonheur de ceux qui souhaitent s'initier à la photographie tout en ayant un appareil le plus complet et le plus polyvalent possible. Pour certains modèles, la qualité est suffisante à un usage amateur voire amateur éclairé. Et tout comme les compacts experts, certains s'en serviront comme d'une caméra pour le vlog et ou le reportage. Même s'ils ne rentrent pas dans une poche, leur format moyen vous permettra de les emmener en vacances sans trop de contraintes. Passons à présent aux catégories présentes dans la famille des objectifs interchangeables. Il y en a deux, à savoir celle des hybrides, plus communément appelées les mirrorless, et celle des réflexes. La catégorie des mirrorless est composée d'appareils ne disposant pas de miroir renvoyant la lumière vers un viseur optique, d'où leur nom. La visée se fait donc à l'aide de l'écran LCD situé au dos de l'appareil ou pour les modèles sérieux à l'aide d'un viseur électronique. Cet élément, encore relativement neuf et en constante évolution, est encore rédhibitoire pour certains. Cela peut être justifié pour un viseur bas de gamme qui peut présenter des artefacts gênants. Mais quand celui-ci est de qualité, il peut être un atout indéniable en permettant entre autres d'afficher nombre d'informations pertinentes ou encore de voir directement l'exposition de la future image. Contrairement à une visée optique, ce que vous voyez dans le viseur est en effet la représentation de l'image numérique capturée en continu par le capteur, à laquelle on peut appliquer les paramètres de prise de vue et ajouter autant d'informations que l'on souhaite. Ces appareils concurrencent le marché des réflexes, catégorie que nous décrirons après. Certains pros ont même abandonné leurs réflexes au profit des mirrorless. Il faut dire que c'est la catégorie où l'évolution est en constante progression et qui propose le plus d'innovation. Leur encombrement et leur poids étant moindres que celui d'un réflexe en font généralement deux arguments intéressants face à ces derniers. Cette taille plus réduite joue par contre parfois en défaveur de l'ergonomie. Et soyez attentifs au fait que ces atouts poids et encombrement ne jouent quasi plus si vous utilisez des objectifs lourds et encombrants. Pire, si le boîtier est vraiment petit et léger, il se peut même que vous trouviez que l'ensemble boîtier et gros objectif présente un certain déséquilibre. Le capteur varie de la taille moyenne à très grande et le prix oscille entre 500 et plusieurs milliers d'euros. Il y a donc des modèles destinés aussi bien à l'amateur qu'aux professionnels. Pour les appareils les plus complets, vous avez accès à un nombre important de paramètres. Maîtriser toutes les possibilités vous demandera donc du temps et de l'investissement. Et si c'est pour les utiliser en mode automatique, jamais vous ne profiterez de tout le potentiel de l'appareil. Bref, cette catégorie d'appareils fera le bonheur de ceux qui souhaitent aborder la plupart des domaines de la photographie. Il existe en effet nombre de modèles et d'objectifs adaptés aux différentes pratiques photo. Le choix ne cesse d'augmenter au fil des années. Contrairement aux catégories précédentes, les transporter est plus contraignant, surtout si vous comptez utiliser plusieurs optiques.
La dernière catégorie, celle des réflexes, existe depuis de nombreuses années. Les ingénieurs ont donc eu le temps de les faire évoluer et d'améliorer leur ergonomie au fil des années. Le réflexe est souvent considéré comme le summum pour le photographe passionné ou le professionnel. On a en effet accès à tous les réglages possibles, à un parc d'optique abondant et à de nombreux accessoires. À l'heure actuelle, comme nous venons de le voir, le mirrorless présente ces mêmes avantages et le réflexe n'est donc plus le seul choix possible pour le passionné ou le professionnel. Les modèles les plus évolués sont lourds et encombrants. Leur gros capteur et leur système de visée miroir prend en effet de la place. Ils disposent donc d'une visée optique. Certains ne jurent que par ce type de visée et ne sont toujours pas convaincus par le viseur électronique. Leur grande taille facilite généralement la disposition des différents boutons permettant le contrôle des fonctions de l'appareil. À l'heure actuelle, vu qu'ils existent depuis des années, ils disposent souvent du parc d'objectifs le plus conséquent ainsi que des accessoires les plus nombreux par rapport au mirrorless. Et comme il y a plus de choix, cela tire souvent le prix vers le bas. Notez toutefois que depuis peu, certains constructeurs d'objectifs tiers déclinent leur version d'objectifs pour les mirrorless. L'avantage qu'ont les réflexes quant au choix d'objectifs devient donc de plus en plus ténu. Leurs capteurs varient de la taille moyenne à très grande. Les prix quant à eux varient de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Il y a donc des modèles destinés aussi bien à l'amateur qu'aux professionnels. Même remarque que pour les mirrorless, les appareils les plus complets vous donnent accès à un nombre important de paramètres. Maîtriser toutes les possibilités vous demandera donc du temps et de l'investissement. Et de nouveau, si c'est pour les utiliser en mode automatique, jamais vous ne profiterez de tout le potentiel de l'appareil. Bref, cette catégorie d'appareils fera le bonheur de tous ceux qui souhaitent aborder la plupart des domaines de la photographie. Il existe en effet de nombreux modèles et objectifs adaptés aux différentes pratiques photo. Transporter ces appareils et leurs objectifs est souvent contraignant. Vous avez vite plusieurs kilos de matériel à déplacer. Maintenant que nous avons décrit les familles et catégories, vous avez donc une meilleure idée de la direction à prendre en fonction de votre budget et du type d'usage que vous comptez faire de votre appareil. Mais ce n'est pas si simple. Pour bien choisir et ne pas se tromper, il faut que vous vous intéressiez aux différentes caractéristiques techniques. Il est indispensable d'y passer si vous voulez être certain que l'appareil correspondra bien à vos besoins. Voici donc quelques-unes des principales caractéristiques techniques à prendre en compte avant un futur achat. Je n'en ai mis ici que quelques-unes et comme vous le voyez, cela peut paraître intimidant au premier abord. Je vais commencer par décrire celles que je considère comme essentielles à prendre en compte. 50 1.4, 24 70 2.8 et enfin 70 300 f4 5.6. Ce sont des chiffres que l'on trouve sur l'objectif et qui indiquent la plage focale ainsi que l'ouverture maximale de l'objectif. Comprendre ces chiffres et le fonctionnement d'un objectif est capital car c'est en grande partie lui qui détermine le type de photo que vous allez pouvoir réaliser. Si vous n'avez aucune idée de ce que sont ces chiffres, je vous invite vivement à visionner la vidéo sur les objectifs afin d'en comprendre le fonctionnement, ce que cela implique et comment les choisir. Notez que sur les appareils à objectif fixe, il est encore plus important de connaître ces caractéristiques vu que vous ne saurez en changer. 1 pouce, 4 tiers, APS-C, full frame. Ces dénominations indiquent la taille du capteur. Une fois la lumière passée au travers l'objectif, celle-ci est saisie par le capteur photo. C'est donc un autre élément capital de l'appareil photo. Si cela ne vous dit rien, je vous invite à visionner la vidéo sur les capteurs afin de prendre connaissance de leur fonctionnement. En résumé, sachez qu'il en existe de différentes tailles et que cela a un impact plus ou moins important sur le type de photo que vous souhaitez réaliser. EVF, OVF. Ici, on décrit le type de viseur présent. S'il n'y a pas de viseur, la visée se fait à l'aide de l'écran LCD de l'appareil. S'il y a un viseur, on distingue deux types de viseurs. L'OVF pour Optical Viewfinder, autrement dit le viseur optique. Lorsque la lumière traverse l'objectif, elle est réfléchie par un miroir situé devant le capteur sur un pentaprisme dont le but est de redresser l'image dans le viseur. Lorsque vous y mettez votre œil, vous voyez exactement comme si vous regardiez avec celui-ci. Dans le cas de l'EVF, l'Electronic Viewfinder, autrement dit le viseur électronique, vous voyez à travers le viseur une image numérisée. Un processeur traite le signal qui arrive sur le capteur de votre appareil, applique vos réglages et vous montre le résultat sur un mini-écran de visualisation, ici nommé le viseur électronique. Vous voyez entre guillemets ce que voit le capteur de votre appareil qui, rappelons-le, ne fonctionne pas comme notre œil. L'avantage est que vous voyez donc l'image plus ou moins comme elle sera prise.
Le processeur prend en compte vos réglages pour afficher l'image sur le mini-moniteur. Vous pouvez afficher une multitude d'informations dont la plus intéressante est certainement l'histogramme en temps réel. Comme on l'a déjà dit, certains ne jurent que par l'un ou l'autre. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est la qualité du viseur. Un viseur électronique de mauvaise qualité sera une plaie à utiliser, de même pour un viseur optique, même si en général on a moins de soucis de ce côté. Vérifiez aussi la taille du viseur. S'il est trop petit, vous risquez de le trouver inconfortable. IS, VR, OS, OIS. Ce sont quelques exemples d'abréviations indiquant la présence d'une stabilisation. Présente ou non sur les objectifs, celle-ci permet de réduire le flou de bouger. Certains appareils disposent d'une stabilisation directement sur le capteur, ce qui permet de bénéficier de cette technologie même pour des objectifs non stabilisés. Vous trouverez alors des dénominations du style stabilisateur 5 axes. ISO 100 3200, ISO 64 51200, ISO 200 6400. Cela représente l'échelle de sensibilité de votre capteur. Lorsque la lumière est peu présente, soirée, nuit, intérieur, vous devez souvent augmenter la sensibilité de votre appareil afin de pouvoir prendre une photo. Et là, il n'y a guère de secret. Plus votre appareil est cher, mieux en général il monte en ISO et mieux il traite les inconvénients liés à cette augmentation de sensibilité afin de rendre les images exploitables. Mais attention, aucun ne donne des images de bonne qualité au plus haut ISO de leur échelle. Si vous êtes un adepte des conditions de luminosité difficiles, renseignez-vous sur la montée en ISO exploitable de l'appareil que vous convoitez. HD, Full HD, 4K, 60 IS, 120 IPS, H264, MP4 AVC. Tous ces paramètres sont liés à la vidéo. Beaucoup de personnes prennent un appareil photo pour filmer. Si vous êtes dans ce cas, vérifiez donc toutes les possibilités liées à la vidéo. Vérifiez aussi la présence ou non d'une prise micro et ou d'une prise casque. Je viens de vous décrire les principaux paramètres à prendre en compte avant d'acheter. Il en existe bien d'autres qui ont tous leur importance. Décrivons-les brièvement. AF. Sous ce sigle, vous trouvez le nombre de points d'autofocus, le type d'autofocus, la rapidité et la précision de celui-ci. Ces éléments sont capitaux pour les photographes sportifs et animaliers. Filtre passe-bas. Pour faire simple, il s'agit d'un filtre placé devant le capteur photo afin de réduire les chances d'obtenir des photos avec des artefacts. La contrepartie est que ceci produit une très légère perte de netteté de l'image. Certains constructeurs n'en mettent donc plus. Notez toutefois qu'en conditions normales, il y a peu de chances que vous voyez la différence entre une photo prise avec ou sans filtre passe-bas. Ce critère est donc à considérer uniquement pour un usage spécifique. La dynamique de capteur. Plus elle est importante, plus le capteur peut saisir à la fois des tonalités sombres et claires. Notez que lorsque le contraste est très important, comme lors d'un coucher de soleil, il est impossible de capter à la fois les tonalités sombres du paysage et les tonalités claires du soleil. Il faut faire des choix d'exposition. Ou encore utiliser le bracketing. Sous ce terme se cachent des fonctions permettant entre autres d'étendre la plage dynamique du capteur en prenant plusieurs photos avec des expositions différentes qui sont ensuite assemblées. La rafale, c'est le nombre d'images que peut prendre votre appareil en une seconde. C'est un critère important pour le photographe sportif, animalier ou encore pour prendre tout ce qui bouge rapidement. LCD. La présence d'un écran LCD fixe ou articulé, tactile ou non, est important pour certains types de photos et ou la vidéo. Vous en voulez encore? Alors citons les paramètres vitesse d'obturation, vitesse de synchronisation flash, durée de vie estimée de l'appareil avant panne, la présence ou non de Wi-Fi, Bluetooth, GPS, le type et le nombre d'entrées-sorties disponibles, la tropicalisation, autrement dit la résistance à l'humidité ou à la poussière, l'autonomie de la batterie, le type de carte mémoire pris en charge et le nombre d'emplacements pour ces cartes, le poids et les dimensions, les accessoires fournis, chargeurs, câbles, etc. Arrêtons-nous là, ce n'est déjà pas si mal. Je pourrais continuer à vous citer bien d'autres caractéristiques, mais ce n'est pas le but. Retenez juste que vous avez intérêt à comparer attentivement les fiches techniques en fonction de l'usage que vous souhaitez faire de votre appareil et de vous renseigner sur les termes que vous ne comprenez pas. Choisir un appareil qui nous convient commence à devenir plus clair. Nous venons de voir les deux familles d'appareils existantes, les différentes catégories parmi ces familles et à l'instant même les principales caractéristiques techniques à prendre en compte avant achat. Il ne reste plus qu'une question essentielle à se poser. Quel type de photographie ai-je envie de réaliser? Notez que pour des raisons pratiques, j'ai mis ce point en dernier, alors qu'en réalité, cela devrait être votre première question. Lorsque l'on débute, on s'imagine que l'on va pouvoir tout faire avec un seul appareil et un seul objectif.
Or, il n'en est rien, il y a des limitations techniques propres à chaque matériel. Soyons un peu plus nuancés et disons qu'en réalité, tous les appareils peuvent faire un peu de tout, mais qu'ils le font plus ou moins bien. À vous de voir où vous placez votre seuil de tolérance acceptable par rapport à la qualité souhaitée. Voyons donc ici ce que l'on attend en général d'un appareil photo pour les différents types de pratiques. Le photographe de paysage ou de nature a besoin d'un appareil avec un capteur ayant une bonne dynamique et bien fourni en mégapixels. C'est surtout vrai si l'on souhaite imprimer en grand comme je l'ai montré dans la vidéo sur le capteur. Outre le capteur, il faut que l'optique soit de très bonne facture. Et si l'on veut couvrir toutes les possibilités, il faudra un appareil à objectif interchangeable et des optiques couvrant aussi bien les grands angles que les longues portées. Enfin, il s'équipera souvent d'un trépied. La photographie de portrait demande elle aussi un capteur bien défini et surtout de bons objectifs lumineux produisant un joli bokeh. C'est la recommandation à suivre si l'on souhaite détacher le sujet du fond. La possibilité de contrôler un ou plusieurs flashs est aussi un point à considérer. Le photographe de mariage a souvent besoin d'au moins 2 appareils fiables et ergonomiques. Il n'a pas le temps de changer d'objectif. Il doit toujours être prêt à photographier. Sa rapidité à saisir le bon moment est capitale et un bon autofocus l'y aidera. Une bonne montée en ISO et des objectifs lumineux sont nécessaires pour les photos à prendre dans les endroits sombres, comme peuvent l'être une église ou une salle de réception. Enfin, pour certaines prises, il n'hésite pas à s'équiper de matériel studio. En studio, vous faites surtout du portrait ou des objets. Pour saisir le moindre détail de ceux-ci, vous avez besoin d'un appareil avec un capteur bien défini. Et surtout, vous avez besoin d'une panoplie d'accessoires permettant de modeler la lumière. La macrophotographie, quant à elle, nécessite des objectifs spécialisés dans ce type de prise. La photo de rue requiert souvent un appareil discret afin de capter des moments sans attirer l'attention. Le photographe d'architecture a souvent besoin d'objectifs qui couvrent de très grands angles de vue et qui sont lumineux pour les prises en intérieur. Une bonne montée en ISO sera un plus. Un capteur bien défini lui permettra de saisir les moindres détails. Le photographe sportif ou animalier a besoin d'un appareil avec un autofocus performant et une rafale importante. Comme le sujet est souvent éloigné, il devra compter sur des téléobjectifs de grande qualité. De plus, une bonne montée en ISO est nécessaire. En effet, les temps de pause étant souvent très brefs, peu de lumière atteint le capteur et ceci ne fait que s'aggraver si la luminosité de la scène est faible. La tropicalisation est un plus pour ce type de pratique. Pour le voyage, vous souhaiterez certainement voyager léger. Les appareils à objectif fixe sont donc vos amis. Un petit mirrorless accompagné d'optique légère est aussi une option très prisée. Pour les photos de nuit, soyez attentifs à un appareil permettant de monter en ISO le plus haut possible tout en restant propre. Pour certaines prises, un trépied est un accessoire indispensable. En fonction de votre domaine de photographie principal et de votre budget, vous choisirez l'appareil qui répond le plus possible aux critères cités ci-dessus. Ce ne sont évidemment que des recommandations et lorsque l'on est limité en budget, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, il faut faire des compromis. Retenez que l'on peut très bien par exemple faire de la photographie sportive sans avoir besoin d'un appareil à plus de 6 000 € et d'objectifs à plusieurs milliers d'euros comme ceux utilisés par les pros. L'inconvénient est que pour chaque type de photographie, moins l'on répondra aux critères cités ci-dessus, moins il sera aisé de réaliser le type de photo souhaité et plus cela sera contraignant. Pire, certains domaines de la photographie seront quasi inaccessibles à certains appareils objectifs. Soyez-en conscients avant d'acheter. Je pense qu'à présent vous êtes presque parés pour effectuer vos recherches et faire une première sélection de matériel. Si vous ne vous sentez toujours pas à l'aise, ne vous inquiétez pas, j'ai préparé pour vous une sélection d'appareils que je vais vous présenter dans quelques instants. Avant cela, quelques derniers conseils pendant que je vous repasse les divers tableaux synthétiques. Pensez que c'est vous qui allez utiliser l'appareil. Je ne peux donc me mettre à votre place et savoir si la prise en main de l'appareil, son poids, l'accessibilité de ses menus, de ses boutons, etc. vous conviennent. Dans la mesure du possible, le mieux est toujours de pouvoir tester avant d'acheter. N'hésitez pas à vous rendre dans un magasin et à prendre les appareils en main. L'ergonomie est un point capital. Il faut avoir du plaisir à utiliser son appareil et pas que celui-ci soit une contrainte, auquel cas il restera certainement au placard. La grande question qui revient souvent est « quelle marque dois-je privilégier ?» Avant de répondre à cette question, citons d'abord par ordre alphabétique les principales marques présentes dans le secteur photographique. Canon, Fujifilm, Leica, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax Ricoh et Sony.
Pour les objectifs, outre les marques citées ci-dessus, d'autres proposent une alternative aux objectifs de la marque. Citons Samyang, Sigma, Tamron, Tokina et Zeiss. À présent, quelques remarques sur certaines de ces entreprises. Canon est un acteur incontournable du monde photographique. C'est le leader du marché professionnel. Ses atouts sont la fiabilité de ses appareils et surtout le support aux professionnels. Ils sont omniprésents lors de grands événements sportifs. Outre cela, le parc optique et les accessoires disponibles sont nombreux. C'est sans doute ces points qui font sa force. À l'heure actuelle, la concurrence est rude et Canon propose souvent des appareils moins fournis en technologie que la concurrence. On peut dire qu'ils sont conservateurs et ne proposent pas des technologies encore trop peu abouties à leur goût. Ou encore ils évitent de mettre toutes les technologies dont ils disposent dans le même boîtier afin de protéger leurs différentes gammes de matériel. Quant à Nikon, qui est le concurrent direct de Canon, il propose souvent des boîtiers à prix équivalent ou moins cher que ce dernier et dont les caractéristiques techniques sont souvent supérieures. Il dispose également d'un parc d'optique conséquent et d'un choix d'accessoires pléthorique. Ces boîtiers sont bien équipés, fiables et donc prisés par de nombreux photographes. Parlons maintenant de Sony. Acteur relativement récent, il concurrence Canon et Nikon. Rien de moins que les deux gros leaders historiques. Pour y parvenir, il a tout misé sur le mirrorless, un domaine où à l'heure actuelle, Canon et Nikon sont quasi absents. Leur réaction face à Sony, qui doit certainement commencer à leur faire un peu peur, est annoncée pour l'année prochaine. En attendant, Sony n'arrête pas d'évoluer et de sortir des boîtiers à un rythme assez soutenu. Il propose donc nombre de boîtiers innovants, bourrés de technologie et à des prix souvent extrêmement compétitifs. Il séduit donc les nouveaux photographes ou même une partie de ceux déjà présents qui abandonnent leur marque actuelle au profit de Sony. Fait intéressant, ils laissent leurs produits plus anciens au catalogue, ce qui permet de faire de bonnes affaires si on n'a pas besoin du tout dernier modèle de la gamme que l'on convoite. Un mot sur Panasonic. C'est sans doute le constructeur qui propose les meilleurs appareils lorsque l'on est plus vidéaste que photographe, même si la plupart se débrouillent très bien en photographie. Il propose également souvent les meilleurs appareils compacts au niveau du rapport qualité-prix. Concernant Olympus et Fujifilm, ce sont sans doute les meilleures options lorsque la légèreté et la compacité est le critère de choix principal, d'autant plus si on est adepte du look rétro. Sigma et Tamron proposent de nombreux objectifs souvent moins chers que les modèles de la marque du boîtier et dont certains sont reconnus pour leur très grande qualité. Bien que je n'ai pas cité toutes les marques, retenez que chacune a des particularités à offrir. Alors, que choisir ? Eh bien, au niveau des marques, je ne peux me prononcer car en ce domaine, il n'y a pas d'objectivité. Chacun a des besoins, sensibilités et envies différentes. Vous êtes unique et je ne peux répondre à votre place. Ceci étant dit, soyez particulièrement attentifs aux points suivants lors de votre achat. La réputation de la marque, le support et ressources disponibles, existe-t-il une communauté active, quels sont les accessoires disponibles pour la marque ainsi que leur prix. À présent, il est temps de passer à ma sélection d'appareils pour chacune des catégories. Chaque appareil sera présenté dans un cadre couleur représentant sa famille et sa catégorie. Un rappel de la catégorie et le nom complet de l'appareil seront visibles dans l'entête du cadre. Dans la partie centrale, vous verrez défiler plusieurs images pendant que je vous donnerai quelques informations sur l'appareil sélectionné. Dans l'entête apparaîtront aussi les principales caractéristiques techniques de l'appareil. Notez que toutes les images proviennent des différents sites constructeurs. Vous trouverez pour chaque appareil un lien vers le site constructeur à la fin de la vidéo et dans la description de celle-ci. Cela vous permettra de facilement consulter d'autres images de l'appareil, des informations complémentaires sur ses fonctionnalités, ainsi que sa fiche technique complète. Un dernier mot avant de commencer. Cette sélection est purement subjective et incomplète. Les modèles que je vais vous présenter sont toutefois considérés par beaucoup comme de très bons appareils. Et même si certains appareils que je vous présente ont plus de 2 ans, cela ne veut aucunement dire qu'ils sont mauvais ou dépassés. Certains modèles anciens sont d'ailleurs toujours meilleurs que de nouveaux qui sortent. Si vous n'êtes pas pressé, attendez les périodes de solde et ou de cashback, cela vaut parfois vraiment le coup. Une fois votre choix effectué, n'hésitez pas à vous rendre sur un ou plusieurs forums dédiés à la photographie pour consulter les retours utilisateurs et poser des questions s'il reste des zones troubles. Bref, mettez tous les atouts de votre côté. Passons à présent à la sélection que j'ai effectuée pour 2018-2019. Dans la catégorie des compacts non experts, je n'ai sélectionné que 4 modèles parmi des dizaines possibles. J'ai privilégié des appareils qui sont meilleurs que vos smartphones ou bien offrant des singularités. Commençons par l'Olympus Touch TG5. Sorti en mai 2017, la particularité de ce compact est d'être résistant aux chutes jusqu'à 2,10 m, au froid jusqu'à -10 degrés,
à la poussière, à une charge de 100 kg et d'être étanche jusqu'à 15 mètres. Il embarque de nombreux capteurs, boussole, manomètre, thermomètre, etc. Le GPS et le Wi-Fi sont intégrés. Le format RAW est disponible. Il est réactif et propose une rafale de 20 images secondes. Cet appareil fait de bonnes images par rapport à bien d'autres compacts. Bref, un appareil idéal pour l'aventurier qui ne souhaite pas d'un boîtier trop fragile. Une alternative à ce genre d'appareil est le Panasonic Lumix FT7 sorti en mai 2018. Il résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres, au froid jusqu'à moins 10 degrés, à une charge de 100 kg, à la poussière et est étanche jusqu'à 31 mètres. Le Wi-Fi est présent, mais pas de GPS sur ce baroudeur, ni format RAW. La grande différence par rapport au modèle précédent est la présence d'un viseur électronique. Si vous cherchez un appareil plus classique, je vous propose le Panasonic Lumix TZ90. Sorti vers mai 2017, ce modèle vous donne accès au format RAW et au mode créatif PSAM, ce qui permet de vous initier à la créativité. Le Wi-Fi est de la partie, vous pouvez le personnaliser et paramétrer nombre de ses fonctions, et enfin la particularité de ce compact est son gros zoom de 24 à 720 mm et ses possibilités vidéo avancées comme toujours chez Panasonic. Le Sony DSC HX90V, sorti en 2015, est un autre choix pertinent pour les compacts avec gros zoom. Celui-ci a encore de beaux restes. Jugez plutôt. Wi-Fi, GPS, rafale 10 images secondes, un petit viseur escamotable, personnalisation de nombreux réglages et mode créatif sont quelques-unes de ses fonctionnalités. Pour ceux qui ne jurent que par le RAW, sachez qu'il en est dépourvu. Passons à présent au compact expert. Ici, j'ai sélectionné plus de modèles. Ces modèles présentent en effet bien plus de fonctionnalités intéressantes. Rappelez-vous que dans cette catégorie, ils ont tous des modes créatifs et permettent tous de travailler en format RAW. Commençons avec le Canon PowerShot G1X Mark III. Sorti fin 2017, son prix élevé est dû à la présence d'un capteur APS-C et d'une optique zoom de bonne facture. Pour un petit boîtier, son ergonomie est excellente. On peut dire que c'est un bel appareil, bien fini et bien pensé. Il résiste même à la poussière et à l'eau. Son autofocus est rapide et la qualité d'image est au rendez-vous. Il n'est toutefois pas pour toutes les bourses et ne permet pas la vidéo 4K. Toujours chez Canon, le Canon PowerShot G5X, sorti en septembre 2015 et dont le successeur ne devrait pas tarder. Son look de mini réflexe ressemble à s'y méprendre au modèle précédent. La grosse différence est que son capteur est de 1 pouce, son objectif un peu moins qualitatif et son processeur moins performant. En contrepartie, cela allège grandement le prix. Le dernier modèle que j'ai retenu chez Canon est le PowerShot G9X Mark II. Sorti début 2017, il se fait remarquer par sa compacité et son poids plume. À plus ou moins 400 €, cela peut être une bonne alternative au modèle précédent si l'on n'a ni besoin de viseur ni d'écran orientable. Notez que j'ai placé ce compact dans la catégorie expert comme il l'est sur le site Canon, mais pour ma part un compact sans viseur n'est pas un compact expert. Le modèle suivant est le Fujifilm X100F. Sorti en janvier 2017, c'est un expert haut de gamme au look rétro qui respire la qualité. Il dispose d'un capteur APS-C et a comme particularité d'avoir un objectif lumineux d'une focale fixe 35 mm, un viseur hybride et de ne pas avoir de filtre passe-bas. À moins que vous n'ayez de gros doigts, les réglages sont facilement accessibles via des molettes situées sur le boîtier. Notez enfin que Fujifilm propose en accessoire des convertisseurs de focale. Je vous présente maintenant le Leica Q. Pour les plus riches d'entre vous, voici un compact à plus de 4000 €. À ce prix, vous avez droit à un capteur full frame de 24 mégapixels, un viseur de 3,68 mégapoints, une focale fixe et le savoir-faire de Leica. Par contre, pour un compact, il est lourd et encombrant. Et sachez qu'il n'est pas le plus doué en vidéo. Bref, un choix sur lequel je ne m'attarde pas, mais indispensable pour les aficionados de la marque. Revenons à un modèle plus raisonnable avec le Panasonic Lumix DC TZ200. Sorti début 2018, voici un compact capteur 1 pouce de 20 mégapixels avec un gros objectif zoom 24-360, un viseur de 2.3 mégapixels et de la vidéo 4K. Son plus gros défaut est l'ouverture de son objectif relativement peu lumineuse. Autrement, il fait d'excellentes photos. Inutile de dire qu'il se débrouille très bien en vidéo, c'est un Panasonic. Je termine cette sélection de compacts experts par la série des inévitables Sony RX100. Le premier modèle, sorti en 2012, évolue quasi chaque année. Tous les modèles ont en commun un capteur 1 pouce de 20 mégapixels. Je vais vous décrire brièvement les 4 derniers modèles.
Les deux premiers modèles sont en effet relativement anciens et surtout ne disposent pas de viseur. Pour les fiches techniques complètes, rendez-vous sur le site constructeur. Je le rappelle, le lien est dans la description. Commençons par le Sony RX103 sorti en 2014. Tout comme ses prédécesseurs, il s'agit d'un compact faisant partie de la catégorie haut de gamme chez Sony. Son prix est actuellement de plus ou moins 600 € et la grande nouveauté de ce modèle est l'apparition d'un viseur électronique. La version 4, sortie en 2015, actuellement à plus ou moins 730 €, apporte principalement la vidéo 4K et un meilleur viseur électronique. La version 5 de 2016, à plus ou moins 920 €, n'apporte guère de nouveautés. L'accent a été mis sur la rapidité de la mise au point et la rafale. Et enfin, si vous souhaitez la version 6 qui vient juste de sortir, il faudra débourser pas moins de 1300 €. La différence par rapport au modèle précédent est l'apparition d'un zoom beaucoup plus long et l'écran LCD qui devient tactile. Voilà pour l'essentiel. Et particularité chez Sony, comme tous les modèles restent au catalogue, il est possible de faire de bonnes affaires sur les anciens modèles qui voient leur prix baisser au fil des années. Voilà qui termine ma sélection de compacts experts. Comme vous le constatez, ce sont des appareils relativement chers et si vous n'avez pas besoin de l'extrême compacité, je vous recommande plutôt les catégories suivantes qui sont souvent bien plus ergonomiques et qui ont souvent un bien meilleur rapport qualité-prix. Voici donc venue la catégorie des bridges, les couteaux suisses des appareils photo. Ici, je n'ai sélectionné que 3 modèles. Commençons par le Panasonic Lumix FZ2000 sorti début 2017. Cet appareil, capteur 1 pouce de 20 mégapixels, dispose d'un gros zoom 24-480 et peut enregistrer de la vidéo pendant plus de 30 minutes sans interruption, ce qui est rare pour un appareil photo. En effet, pour que cela soit possible, Panasonic fait rentrer son appareil dans la catégorie caméscope, ce qui lui coûte de l'argent. Comme il est doué en vidéo, on ne s'étonne guère de voir un écran tactile orientable à son dos. Si vous êtes plus vidéaste que photographe et que vous voulez un boîtier tout en un, celui-ci devrait vous plaire. Son petit frère, le Panasonic FZ300, sorti en 2015, est toujours un modèle très intéressant. Sa particularité est son gros zoom 24-600 à ouverture constante 2.8, sa légère tropicalisation et ses nombreuses fonctionnalités. À plus ou moins 400 €, c'est vraiment un excellent appareil à tout faire pour un débutant qui veut s'initier à la photo vidéo et tout cela sans se ruiner. Dernier modèle de cette catégorie, le Sony RX10 IV. Considéré comme le roi des bridges, il est sorti fin 2017 et coûte plus ou moins 1900 €. Notez que les modèles précédents sont toujours disponibles, moins chers et peuvent donc constituer un bon choix. Pour ce prix de 1900 €, vous avez droit à une belle construction, un viseur agréable, un objectif zoom 24-600 de très bonne facture, de belles performances en photo, un autofocus performant, sans oublier les belles qualités vidéo. Ce qui fait de ce bridge un bon appareil polyvalent, mais à quel prix? Passons à présent à la catégorie qui a le vent en poupe, celle des hybrides, plus connue sous le nom de mirrorless. Relativement jeunes sur le marché, les appareils de cette catégorie n'arrêtent pas d'innover et de plus en plus de modèles sortent chaque année. Ils attirent de ce fait de plus en plus de monde friand de nouvelles technologies. Chez Canon, un modèle à souligner, le Canon EOS M50. Arrivé début 2018, ce petit mirrorless Canon, à un peu moins de 600 €, constitue un bon appareil entrée de gamme, qui ne manque pas de fonctions intéressantes. Bonne ergonomie, bon viseur et bonne qualité d'image en font un choix pertinent. Notons aussi une entrée dans la vidéo 4K dont Canon hésite à équiper ses appareils. Mais face à la concurrence, peut-il encore se le permettre? Pour les mirrorless Canon, une dizaine d'objectifs natifs sont disponibles. Continuons avec le Fujifilm X-T20, un modèle entrée de gamme au look rétro sorti début 2017. Son autofocus est précis et rapide, son viseur est de bonne facture et la qualité d'image est au rendez-vous. Si cela ne suffit pas, allez alors vers le Fujifilm X-T2. Sorti mi-2016, ce boîtier toujours au look rétro dispose en gros des mêmes caractéristiques que le modèle précédent. La différence est qu'il est un peu plus fourni en fonctionnalité et que la qualité de fabrication est au top. Il est même tropicalisé. Par contre, pas d'écran tactile et prix nettement plus élevé. La qualité se paye. Autre option, le Fujifilm X-T100 qui vient juste de sortir. Contrairement aux autres modèles Fujifilm, son capteur ne dispose pas de la technologie X-Trans qui est la caractéristique phare chez Fuji.
Cela n'empêche pas ce modèle entrée de gamme d'avoir une bonne qualité d'image et aussi un prix nettement plus abordable. Toujours chez Fujifilm, le X Pro 2. Sorti début 2016, ce modèle Pro est très réactif et est un des fleurons de la gamme hybride Fujifilm. Très bonne qualité de fabrication, double slot mémoire, excellente qualité d'image, autofocus véloce, pas de filtre passe-bas et tropicalisation sont quelques-uns de ses atouts. La vidéo quant à elle est perfectible et reste en Full HD. Et enfin, dernier modèle chez Fujifilm, le X-H1. Sorti début 2018, ce modèle haut de gamme se démarque du modèle X Pro 2 en se voulant aussi bien excellent en photo qu'en vidéo. Pour cela, on note l'introduction de la stabilisation du capteur 5 axes, de fonctions vidéo très avancées et d'un écran inclinable. Le viseur est légèrement plus petit, n'est plus hybride mais voit sa définition augmentée. Pour ces mirrorless Fujifilm, vous disposez de quelques dizaines de modèles d'objectifs en monture X. Notez enfin que le gros défaut de ces modèles Fujifilm est souvent leur autonomie assez faible, surtout pour les modèles haut de gamme. Prévoyez donc des batteries supplémentaires. Chez Olympus, je vous propose l'Olympus OMD EM10 Mark III. Sorti fin 2017, c'est l'hybride entrée de gamme de chez Olympus. Un joli look rétro pour cet appareil qui séduira le débutant souhaitant s'initier à la photo vidéo et aimant le look vintage. Un petit défaut à noter, l'image se dégrade assez vite lorsque l'on souhaite monter en ISO. Passons à l'Olympus OMD EM5 II. Sorti en 2015, c'est le modèle milieu de gamme. Toujours ce look rétro qui fait penser aux anciens appareils argentiques. Pour ce modèle, plus de problème de montée en ISO comme sur le précédent. Par contre, comme il est plus ancien, on n'a pas la 4K. Chose intéressante, cet appareil dispose d'une fonction permettant de réaliser des images de 40 mégapixels en combinant plusieurs prises. Évidemment, cela ne fonctionne qu'avec des sujets statiques. Enfin, toujours chez Olympus, le modèle OMD EM1 Mark II. Sorti fin 2016, c'est le haut de gamme. Qualité de fabrication, 2 emplacements SD, tropicalisation, rafale impressionnante, bonne montée en ISO, stabilisation efficace, mode haute résolution 50 mégapixels sont quelques-uns de ces atouts. Comme vous pouvez le voir, pas mal d'objectifs natifs disponibles pour ces modèles. En conclusion, on peut dire qu'ils sont souvent prisés pour leur look rétro et leurs objectifs légers. Ils sont bien adaptés à ceux qui souhaitent réduire l'encombrement tout en ayant une bonne qualité d'image, surtout pour les 2 derniers modèles. Passons à Panasonic avec le Lumix GX800. Sorti début 2017, ce mirrorless entrée de gamme est très compact et idéal à emmener partout. Il est doué en vidéo comme toujours chez Panasonic. Attention toutefois qu'il a tendance à chauffer si vous filmez en 4K. Et en qualité photo, il se débrouille très bien. Notez enfin qu'il n'a pas de viseur. En résumé, un bon appareil pour le débutant. En milieu de gamme, on a le Panasonic Lumix GX9. Celui-ci est sorti début 2018. Pour ce modèle, on note l'absence de filtre passe-bas et une stabilisation 5 axes. Très compact, très bon en photo et en vidéo, cela en fait un excellent choix parmi les mirrorless milieu de gamme. Poursuivons avec le Panasonic Lumix G9. Sorti fin 2017, on passe ici dans du lourd. Tropicalisation, 2 emplacements mémoire, une bonne autonomie, pas de filtre passe-bas, un mode de résolution 40 ou 80 mégapixels, un processeur efficace, un autofocus rapide, une rafale impressionnante, une qualité de photo excellente et de la vidéo 4K à 60 images secondes. Bref, un haut de gamme dans les mirrorless à capteur 4 tiers. Autre modèle phare chez Panasonic, le Panasonic Lumix GH5. Sorti début 2017, il a quasi les mêmes caractéristiques que le modèle G9 que je viens de vous présenter. Pour choisir entre les deux, on peut dire que le G9 est plus orienté photo tout en étant très doué en vidéo. Ce GH5, lui, est très doué en photo et son gros point fort est la vidéo. Seuls les caméscopes professionnels peuvent vous offrir plus de possibilités. C'est sans doute l'appareil photo qui obtient le titre de maître de la vidéo. Notez que cela a toujours été le point fort des modèles Panasonic et plus particulièrement de cette série GH. Si vous êtes vidéaste, jetez donc un coup d'œil à cette série, vous ne devriez pas être déçus. Pour accompagner tous ces appareils, vous avez accès à pas mal d'objectifs. Un dernier point à noter est l'autonomie de la batterie assez faible sur certains modèles. Un problème commun à bien des mirrorless, c'est que l'on peut contourner par l'achat de batteries supplémentaires. Passons à Sony avec le Sony Alpha 6500. Sorti fin 2016, il s'agit d'un hybride haut de gamme. Ce modèle se démarque par son format compact, sa qualité d'image et de vidéo
et la stabilisation de son capteur APS-C. Bref, un choix intéressant pour ceux qui souhaitent un bon appareil peu encombrant. Ce qui est intéressant chez Sony, c'est que les anciens modèles restent au catalogue. Vous avez donc pour cette série l'Alpha 6300 sorti début 2016 à plus ou moins 800 € et l'Alpha 6000 sorti en 2014 à plus ou moins 560 € qui reste de bons choix. Pensez donc à regarder les versions anciennes des modèles suivants que je vais vous présenter. Voici le Sony Alpha 7 III. Sorti début 2018, on peut dire que ce modèle secoue le monde des appareils photographiques. En effet, pour plus ou moins 2300 €, vous avez notamment droit à un capteur plein format 24 mégapixels, un très bon viseur électronique, un très bon autofocus, une dynamique de capteur élevée, une montée en ISO impressionnante, de la vidéo 4K, 2 emplacements mémoire et bonne nouvelle, un nouveau type de batterie qui dure beaucoup plus longtemps. Bref, un modèle plein format impressionnant de qualité pour son prix. Seul petit défaut remonté par certains, un écran LCD peu défini et dont le tactile n'est pas complet, une ergonomie améliorable au niveau de menu et pour certains au niveau du boîtier. Peut-être préférerez-vous le Sony Alpha 7 R3. Sorti fin 2017, il a essentiellement les mêmes caractéristiques que le modèle Alpha 7 III que je viens de vous présenter. Ce qui change est son capteur 42 mégapixels au lieu de 24, un meilleur viseur électronique, pas de filtre passe-bas et un écran LCD mieux défini. Tout cela pour 1200 € de plus. Et enfin le Sony Alpha 9, le vaisseau amiral de la marque Sony. Sorti début 2017, il est le concurrent direct des réflexes haut de gamme Canon et Nikon, des boîtiers taillés pour la photo de sport. On a donc une rafale impressionnante, un autofocus rapide et précis et une excellente montée en ISO. Pour convaincre les pros, ne reste plus à Sony qu'à assurer un excellent support à ceux-ci et leur fournir des téléobjectifs haut de gamme. Notez qu'un 400 mm f2.8 à plus ou moins 12 000 € vient tout juste de sortir. Il semble donc que Sony veuille répondre à la demande des pros. Pour tous ces boîtiers, il existe des dizaines d'objectifs disponibles. Pour finir avec Sony, sachez qu'il y a aussi la série des Alpha 7S, capteur plein format de 12 mégapixels pour les fans de la montée en ISO. Et enfin, je le rappelle encore une fois, retenez que chez Sony, les anciens modèles restent au catalogue et constituent des choix intéressants à moindre coût. Je termine cette sélection de mirrorless en vous rappelant qu'il existe souvent des objectifs d'autres marques ou encore des bagues d'adaptation. Passons à présent à la catégorie des réflexes, des appareils qui sont toujours prisés par de nombreux photographes. Et pour cause, ils sont souvent très ergonomiques et donc agréables à utiliser. Je n'ai retenu ici que 3 constructeurs et certains de leurs modèles qui me semblent pertinents. Commençons par le Canon EOS 200D. Sorti mi-2017, il s'agit d'un réflexe pour s'initier à la photographie. Attention, il est petit. Si vous avez de grosses mains, celui-ci ne vous conviendra peut-être pas. Bref, un réflexe discret pour débutants. Le Canon EOS 800D. Sorti début 2017, voici un autre boîtier pour débutants. Sa particularité est d'inclure une aide dans ses menus pour guider les novices. Voilà donc un appareil pour bien démarrer dans le monde de la photo quand on n'y connaît rien. Ensuite, le Canon EOS 80D. Sorti début 2016, voici un appareil pour amateurs éclairés. Il a une très bonne ergonomie, un bon viseur et est réactif. Grâce notamment à son capteur de plus grande dynamique que ses prédécesseurs, il fait de très bonnes images. Autre point fort chez Canon, le Dual Pixel AF qui permet de faire la mise au point via l'écran LCD facilement et rapidement en touchant celui-ci. Un plus en live view et en vidéo. À présent, le Canon 7D Mark II. Sorti fin 2014, son successeur est attendu avec impatience. En attendant, son prix descend et il constitue toujours un excellent appareil avec son autofocus très performant et sa très bonne rafale. Il est de ce fait fort prisé par les photographes de sport et animaliers. Sa tropicalisation et son double slot mémoire y sont aussi pour quelque chose, sans compter les nombreuses fonctionnalités qui le placent dans le haut de gamme Canon. Passons maintenant au Canon EOS 6D Mark II. Sorti mi-2017, c'est le modèle entrée de gamme Canon des appareils capteurs plein format. On a évidemment droit à une très bonne qualité d'image ainsi qu'une bonne montée en ISO. Notez aussi que c'est le seul appareil plein format Canon à disposer d'un écran articulé. Il n'a par contre qu'un slot mémoire et même si son autofocus s'est grandement amélioré par rapport au modèle précédent, certains regrettent sa couverture un peu étroite. Il reste tout de même un bon appareil pour débuter dans le monde du plein format. Ensuite, le Canon EOS 5D Mark IV. Sorti fin 2016, il fait partie de la gamme 5D, une gamme prisée aussi bien par les amateurs passionnés que par les professionnels.
Ce modèle bien construit et tropicalisé dispose notamment de 2 slots mémoire, d'un très bon capteur 30 mégapixels avec une très bonne montée en ISO, d'un très bon viseur et d'un autofocus performant et réglable à souhait. Certains regrettent son mode 4K croupé et surtout consommateur d'énormément d'espace sur la carte mémoire, ainsi que son prix relativement élevé. Notez qu'il a quand même baissé de plus ou moins 1000 € depuis sa sortie. La concurrence Sony n'y est peut-être pas pour rien. Bref, un appareil polyvalent qui constitue une évolution par rapport au 5D Mark III, mais avec des fonctions vidéo en retard sur la concurrence. Je continue avec le Canon EOS 5D SR. Sorti 2015, il se démarque par la présence d'un capteur 51 mégapixels et l'absence de filtre passe-bas. Notez qu'il existe aussi le modèle 5DS avec filtre. Ce boîtier est donc réservé à un usage spécifique, comme par exemple le portrait ou le paysage, ou encore toute autre pratique où la définition est le premier critère de choix. Un capteur 50 mégapixels peut sembler tentant, mais n'oubliez pas que cela implique certaines choses, parmi lesquelles une montée en ISO plus faible vu la taille des photosites, la nécessité de disposer d'objectifs d'excellente qualité, une rafale moindre vu la taille des fichiers, un PC performant pour pouvoir traiter ces derniers, et de l'espace disque. Et pour terminer chez Canon, le Canon EOS 1DX Mark II. Sorti début 2016, il s'agit là du modèle très haut de gamme Canon. À plus de 6000 €, ce boîtier n'est pas pour tout le monde. Et ça tombe bien, il n'est pas fait pour tout le monde. Son domaine de prédilection est la photographie sportive. Notez qu'il est particulièrement lourd et encombrant. Ses gros atouts sont son viseur d'exception, sa rafale, son autofocus et sa montée en sensibilité ISO. Bref, un boîtier spécialisé sur lequel je ne m'attarde pas. Pour accompagner tous ces boîtiers Canon, vous avez à votre disposition quantité d'objectifs EF et ou EFS. Chez Nikon, le Nikon D5600. Sorti fin 2016, il s'agit d'un boîtier entrée de gamme, bien construit et délivrant de bonnes images. Bref, un boîtier qui devrait plaire aux personnes souhaitant entrer dans le monde de la photo et acquérir leurs premiers réflexes. Ensuite vient le Nikon D7500. Sorti début 2017, voici un boîtier qui ne manque pas d'atouts. Il est très bien construit, offre une très bonne qualité d'image, une bonne montée en ISO, dispose d'un autofocus performant et est réactif. Bref, un boîtier destiné aux passionnés. Je continue avec le Nikon D500. Sorti début 2016, il s'agit d'un réflexe APS-C extrêmement performant. Quelques points forts parmi d'autres: bonne ergonomie, double emplacement mémoire, écran LCD avec plus de 2 millions de points, touche rétro-éclairée et très bon autofocus. Il est rapide, délivre de très bonnes images et la montée en ISO est efficace. Bref, un des réflexes APS-C le plus complet du marché et qui devrait séduire les pros ou les amateurs éclairés. Le Nikon D850. Sorti en août 2017 pour fêter les 100 ans de Nikon, il s'agit d'un appareil à capteur plein format bourré de technologie et destiné à l'amateur passionné ou au professionnel. Quelques caractéristiques qui sortent du lot: une excellente construction pour ce boîtier tropicalisé, un capteur 46 mégapixels sans filtre passe-bas, un très bon viseur, une autonomie impressionnante, une réactivité au top, un autofocus performant, une très bonne dynamique de capteur et une excellente qualité d'image. Bref, difficile de faire mieux en termes de caractéristiques. Attention toutefois à la taille des fichiers et donc au matériel nécessaire pour exploiter ceux-ci. Pour finir, disons qu'il s'agit là d'un très bon appareil polyvalent. Toujours chez Nikon, le Nikon D5. Sorti début 2016, il s'agit du très haut de gamme chez Nikon. C'est le concurrent direct du Canon EOS 1DX Mark II. Il dispose plus ou moins des mêmes particularités. Il est lourd et encombrant et ses gros atouts sont son viseur d'exception, sa rafale, son autofocus et sa montée en sensibilité ISO. Bref, de nouveau un boîtier spécialisé destiné essentiellement aux pros sur lequel je ne m'attarde pas. Pour finir, voici quelques exemples d'objectifs Nikon pour accompagner tous ces boîtiers parmi les nombreux disponibles. Comme alternative sérieuse à ces deux monstres que sont Nikon et Canon, vous pouvez regarder du côté de Pentax avec son Pentax K3 II. Sorti en avril 2015, c'est le réflexe APS-C expert chez Pentax. Son gros avantage par rapport à ses concurrents Nikon et Canon est son rapport fonctionnalité-prix. En effet, pour plus ou moins 1000 €, vous disposez d'un bon réflexe tropicalisé, double slot, bonne ergonomie, stabilisation mécanique et qui ne devrait pas vous décevoir par la qualité de ses images. L'autofocus semble par contre un peu moins performant que chez Nikon et Canon. On note aussi une fonction permettant de photographier le ciel en compensant le mouvement de la Terre par le déplacement du capteur. Le GPS intégré est utilisé pour les calculs de position. Autre modèle, le Pentax K1 II. Sorti début 2018, c'est le haut de gamme Pentax.
De nouveau, son gros avantage est son prix. Pour moins de 2000 €, vous disposez d'un appareil capteur plein format qui délivre une très bonne qualité d'image. On note la présence d'un double slot mémoire, de la tropicalisation du boîtier et d'un stabilisateur mécanique. La fonction AstroTracer permettant de suivre les étoiles est ici aussi de la partie, ainsi que d'autres fonctions originales que je vous laisse découvrir sur le site du constructeur. On sera par contre un peu déçu par l'autofocus, la réactivité de l'appareil et sa rafale. Bref, une alternative intéressante pour celui qui n'a pas besoin d'un autofocus rapide ni d'une rafale importante, comme par exemple le photographe de paysage. Pas mal d'objectifs pour accompagner ces Pentax. Et n'oubliez pas que, tout comme pour les mirrorless, je rappelle qu'il existe des constructeurs d'objectifs tiers et ou des bagues d'adaptation. Voici qui termine la catégorie des réflexes et donc ma sélection 2018-2019. Tous les liens vers les sites constructeurs que vous voyez ici défiler se trouvent aussi dans la description de la vidéo. Cela vous permet de facilement voir d'autres images des produits et de consulter leurs fiches techniques ou autres informations fournies par le constructeur. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce guide vidéo. Comme c'est un travail de recherche et de documentation colossal, votre avis m'intéresse. Afin d'aider les autres, n'hésitez pas non plus à indiquer le nom de votre appareil et ce qui vous plaît dans celui-ci. J'espère que ce guide d'achat vous aura été utile. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.